Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais, moi, à mon tour, me féliciter de cette rencontre qui a porté donc, sur les questions de bioénergie, d'énergie renouvelable, dans un moment où, ça a été rappelé, la présence de Ségolène Royal hier à l'ouverture a dû ouvrir ce débat avec le projet sur la transition énergétique. On est là dans une perspective de moyen et de long terme, et en même temps avec des outils sur lesquels tous les ministères doivent pouvoir se mobiliser pour engager cette transition avec trois grands objectifs, me semble-t-il. Le premier, c'est l'efficacité énergétique dans lequel on doit d'ailleurs intégrer la réduction de la consommation d'énergie fossile. C'est consommer de l'énergie fossile, c'est consommer beaucoup d'énergie importée, c'est aussi rejeter beaucoup de carbone, on le sait, et donc des gaz à effet de serre. C'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de développer des énergies renouvelables, celles qui peuvent venir en appui d'un ensemble de consommation énergétique dans lesquelles, j'y reviendrai, l'agriculture et la forêt ont une place et un rôle important. Et puis le troisième objectif, c'est ce mix énergétique qu'il faut qu'on trouve pour un grand pays comme le nôtre, avec la question du nucléaire et plus globalement à l'échelle européenne, d'une stratégie énergétique pour l'Europe. Je crois que c'est ça, cette idée, avec derrière la transition énergétique, bien sûr, tout ce qui porte sur les innovations, tout ce qui porte sur la création de richesses, l'économie, tout ce qui va être aussi créateur d'emplois, c'est ce qu'on appelle la croissance verte, c'est-à-dire cette capacité qu'on a dans notre modèle de développement à intégrer ces nouveaux enjeux pour faire en sorte qu'ils soient producteurs de richesses. Comment ça peut se produire à terme? Je pense que les sociétés industrielles se sont construites, il suffit de se rappeler de cette révolution industrielle en Grande-Bretagne sur une énergie fossile qui était le charbon, à pas cher et qui a permis d'engager des processus industriels. La responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de construire aussi, de la même manière, dans un esprit qui a changé sur les outils, je le disais tout à l'heure, un développement économique, industriel, agricole, avec des énergies, je le disais tout à l'heure, qui vont être diversifiées et qui vont utiliser beaucoup plus que du stock qui a été fait durant des millions d'années, mais une capacité à utiliser, en fait, au fond, des énergies renouvelables, c'est de la photosynthèse. C'est de la photosynthèse. Et c'est à partir de là qu'on va construire aussi un modèle de développement. Ça a une implication, c'est la dimension économique. C'est-à-dire que l'accès à ces énergies doit être dans des prix relatifs suffisamment compétitifs pour qu'il soit intéressant de le mettre en œuvre. D'où, à chaque fois qu'on est dans un processus innovant, les effets d'échelle ne se font pas sentir tout de suite. Et la construction de filières, de structures de production qui conduisent à améliorer la compétitivité, la productivité, eh bien, se font, mais pas sur le court terme, sur le moyen et le long terme. D'où la nécessité qu'on a de travailler sur cette transition à moyen et long terme. Si on s'arrête au temps T donné, je prends la question, par exemple, bien connue des biocarburants ici. L'enjeu des prix relatifs pour les biocarburants, il est essentiel. Lorsque vous avez des prix pour la matière première agricole qui sont très élevés et des prix pour la matière fossile bas, l'effort qu'il faudrait faire en termes de subventions pour arriver à avoir de la compétitivité est énorme. Par contre, lorsque vous avez des prix qui sont moins élevés pour la matière première agricole et des prix qui sont plus élevés pour la matière fossile, automatiquement, il y a un rééquilibrage économique des prix relatifs qui fait qu'il y a un intérêt. Mais en même temps, si on s'arrête au moment T donné, et qu'on n'a pas cette perspective de moyen et de long terme avec ce que peut engendrer en termes d'économie et de productivité une filière qui se structure, eh bien, on rate un objectif et une potentialité. C'est pourquoi il faut, quoi qu'il arrive, avec ce débat, s'inscrire sur le moyen et sur le long terme. Ça, c'est le premier point, et je pense qu'il est très important. Et c'est pourquoi, dans la présentation qui a été faite par Ségolène, j'imagine hier, à la fois du projet sur la transition énergétique, les moyens qui sont mis sur la table, à la fois sur la mobilisation de la BPI, de la Caisse des dépôts, du fonds chaleur, vous l'avez évoqué, de la mobilisation de l'ADEME, de ce qui va être consacré à la méthanisation, j'y reviendrai. Il y a là des moyens qui doivent permettre des investissements et qui doivent permettre à ces filières
d'assurer à la fois leur développement et surtout par l'investissement les capacités productives et leur productivité pour qu'à terme, l'ensemble de ce dispositif d'énergie renouvelable devienne à la fois compétitif et surtout utile au mix énergétique que j'évoquais tout de suite. Les objectifs ont été rappelés, je veux juste en dire deux mots, à la fois pour 2030 sur la part des énergies renouvelables et sur à 32% de notre consommation énergétique finale, soit 40% de l'électricité produite, 38% de la chaleur consommée et 15% des carburants utilisés à base d'agro et de biocarburants. Voilà les objectifs qui ont été fixés. Il faudra que dans le débat sur la loi sur la transition énergétique, l'ensemble de ces objectifs soient rappelés pour que l'engagement sur le moyen et le long terme, 2030, soit parfaitement lisible pour l'ensemble des acteurs. C'est une des conditions, je le disais tout à l'heure, pour qu'on puisse réussir la mise en œuvre de cette transition énergétique et de ce mix énergétique. À partir de là, ministre de l'Agriculture et de la Forêt, quels sont les enjeux? D'abord, rappeler que ces deux secteurs sont pleinement des secteurs qui, je l'ai dit tout à l'heure, utilisent la photosynthèse et même, en partie, si je mets de côté les panneaux photovoltaïques, sont les secteurs qui utilisent la photosynthèse comme élément de production pour la production agricole comme pour la production forestière. Donc on est bien au cœur du débat qui va porter sur la transition énergétique et qui va même être aussi un élément du débat dans la discussion l'année prochaine, en 2015, sur la COP21, les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Et je le dis, l'agriculture comme la forêt sont des contributeurs à la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que trop souvent, j'ai entendu laisser penser ou laisser croire que l'agriculture, en particulier, je ne parle pas de la forêt, serait plutôt émettrice, ce qui peut être le cas aujourd'hui, et donc aurait un effet qui serait négatif sur la lutte contre le réchauffement climatique, alors qu'elle a des potentialités énormes pour être au contraire une contributrice nette à la diminution du réchauffement climatique dans les années qui viennent. Cet enjeu vise, pour ce qui me concerne au niveau de l'agriculture, à la fois le développement, ça a été rappelé par Ségolène hier, de la méthanisation. Je rappelle que le plan EMMA qu'on a lancé il y a 1 an et demi à peu près, qui vise, et qui, le sigle, c'est énergie, méthanisation, autonomie et azote, parce que derrière, on a une question de fertilisation qui nous intéresse pour l'agriculture, vise à développer la méthanisation en France, qui est à un stade ridiculement bas. Et quand je dis ridiculement, je vous donne 2 chiffres pour qu'on soit bien au clair entre nous. Quand je suis arrivé, 90 méthaniseurs agricoles en France pour 4500 en Allemagne. 90, 4500. On est arrivé, d'après les chiffres que nous avons, à 130 aujourd'hui. Et l'ADEME me disait, il y a 15 jours, au moment où on inaugurait un méthaniseur, un méthane à injection directe dans le réseau, qu'il y avait 300 projets pour l'ADEME qui étaient aujourd'hui répertoriés et en capacité d'être financés. Donc on est en train de s'engager, cette fois-ci, dans le développement de la méthanisation, avec à la fois des moyens, ça a été dit au niveau de l'ADEME, et puis des mesures, je le dis aussi, qui vont être prises au niveau fiscal, dans le cadre de la loi de finances pour 2015, pour en particulier exonérer et permettre aux collectivités locales d'exonérer le foncier bâti pour les projets de méthanisation. C'est un enjeu qui doit aussi accompagner ce qui est déjà en train de se mettre en place, mais qui doit sécuriser aussi le dispositif de la méthanisation. Je le dis, je l'ai dit une fois en plaisantant, plutôt que d'aller chercher du gaz de schiste qui est très 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 bas, très profond, il faudrait déjà qu'on essaye de récupérer le gaz, le méthane, qui est produit par la matière organique dont on dispose. Et selon des travaux qui ont été faits par l'ADEME, on pourrait potentiellement avoir, au travers d'un développement important de la méthanisation, atteindre 40% de ce que nous consommons en gaz aujourd'hui en France. Quand je regarde les débats géostratégiques avec ce qui se passe un peu plus loin à l'Est, je pense qu'on a là des enjeux stratégiques majeurs avec une matière organique qui est produite sur place. Et cette valorisation, pour moi, elle est un axe, puisque s'y ajoute en même temps, je le disais tout à l'heure, les questions de fertilisation des sols avec l'azote. Et on sait que le projet que j'ai vu aujourd'hui montre que l'azote ou les fertilisants, ce qu'on appelle le digestat au bout du compte de la méthanisation,
a en plus une utilité très intéressante, c'est qu'il est beaucoup plus facilement valorisable par la plante. Donc on a moins de résidus azotés dans le sol. Donc moins de résidus azotés dans le sol, ça veut dire moins de pollution pour les rivières et les eaux. Donc on est à la fois sur le développement d'une énergie renouvelable et en même temps, on a des objectifs en termes de fertilisation qui nous permettent d'éviter un certain nombre de ruissellements et de lessivage des sols et de fixation par la plante de l'azote bien plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on est vraiment là avec Emma, méthanisation, autonomie et azote, dans un projet qui, pour moi, correspond parfaitement à l'idée du développement nouveau qu'on doit mettre en place. Utiliser des déchets qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisés pour les valoriser et faire en sorte qu'économiquement, on trouve des équilibres nouveaux. J'ajoute d'ailleurs que plus on valorise l'azote organique, moins on importe d'azote minéral. C'est qui est aussi de l'énergie fossile, hein, transformée. Donc c'est un gain aussi en termes économiques et en termes d'importation qui me paraît très important. Pour développer ce projet, on a d'ailleurs aussi intégré ce qu'on va appeler maintenant les CIV, selon la formule qu'a trouvée Patrick Falcon, c'est-à-dire les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Tout le débat sur si je fais de l'alimentaire ou du non-alimentaire, il y a une compétition entre les deux, et en particulier le débat qui a eu lieu sur les bio-agrocarburants, sur le débat qu'on a connu, hein, sur si vous faites de l'éthanol, si vous faites du biodiesel, vous êtes en concurrence avec la production alimentaire, et c'est inacceptable à un moment où, on le sait, la population mondiale augmente. Ça nous a conduit d'ailleurs à prendre des décisions, hein, sur un plafonnement de l'incorporation obligatoire, sur les biocarburants de première génération, à ouvrir un débat supplémentaire sur les carburants de deuxième génération qu'il va falloir intégrer parfaitement dans les stratégies qu'on va avoir à mettre en œuvre si on veut atteindre l'objectif des 15% liés aux carburants pour ces carburants d'origine agricole. C'est très important, ça vaut pour la betterave, ça vaut pour un certain nombre d'oléoprotéagineux. Mais les cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est l'idée que dans la nécessité qu'il y a dans l'agroécologie que nous portons à l'échelle d'un ministère comme le nôtre, cette nécessité de couverture des sols, d'utiliser une diversification des productions végétales sur les sols, eh bien, dans ces stratégies de diversification, on peut intégrer, c'est ce qu'on appelle donc les CIV, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, des cultures intermédiaires qui ne viennent pas en substitution aux productions alimentaires ou à la production végétale pour l'alimentation animale, mais qui vont avoir comme élément positif, si je prends la méthanisation, d'amener le carbone nécessaire au fonctionnement des méthaniseurs, sans obérer la production ni alimentaire, ni la production végétale pour les animaux. Ça, c'est aussi un élément stratégique. Mais ça nécessite de nouveaux modèles de production. La couverture des sols, au-delà de ce qui existe aujourd'hui sur ce qu'on appelle les CIPAN, c'est-à-dire les couvertures d'hiver pour éviter que l'azote aille dans les rivières, c'est des stratégies et des modèles de production nouveaux. Et ça se fait au fur et à mesure. Mais c'est très important. D'autant que si je couvre mes sols et que j'évite de les travailler, je diminue pratiquement de 50% la consommation d'énergie fossile utilisée pour le travail du sol. Et quand on sait qu'en plus, les mécanismes naturels sont quelquefois extrêmement bien faits et nous permettent de se substituer aux mécanismes ou la mécanisation, je pense en particulier pour le labour, ce qui est le constat que j'ai fait, mais ce n'est pas moi que je l'ai fait parce que je l'ai vu, chez les agriculteurs. Vous savez que quand vous avez 3 tonnes de vers de terre dans un hectare, eh bien, ils travaillent aussi bien et même mieux en profondeur qu'un labour de 40 cm de profondeur. 50% d'économie du temps de tracteur et de mécanisation. Pour les agriculteurs, c'est déjà du temps de libérer. Et en termes de consommation énergétique fossile, c'est de l'économie. Donc on a là, dans le projet de l'agroécologie, non seulement une évolution dans les modèles de production, mais des objectifs aussi qui calent et qui se cadrent avec la transition énergétique. Des cultures intermédiaires, des couvertures des sols qui nous dégagent du carbone et qui nous permettent d'alimenter la méthanisation, voire les biocarburants,
Et en même temps, avec ces systèmes, on a une économie de fossiles, de consommation énergétique fossile qui est faite, le développement d'une biodiversité, et en même temps, un autre processus qui est encore plus intéressant, c'est que les sols, plus vous développez leur taux de matière organique, et plus vous stockez dans les sols, et plus vous stockez dans les sols du carbone. Et là-dessus, on est en train de faire un travail avec le président du Conseil général pour qu'on ait une contribution à la COP 21. C'est que dans les sols, aujourd'hui, alors les estimations que j'avais quand j'étais au Parlement européen, c'était autour de 35 milliards de tonnes de carbone, ce qui fait près de 70 ans à peu près de rejet carboné de l'Europe tel qu'il est là aujourd'hui, mais qu'on peut faire beaucoup plus en termes de stockage de carbone dans les sols. Et donc de participer, l'agriculture, à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire produire du carbone pour faire de l'énergie, et en même temps, parce qu'on est capable d'avoir des couvertures de sol et une diversification de la production, faire en sorte qu'on ait une microbiologie des sols et un développement de la matière organique dans les sols qui fixe aussi du carbone. Et ça fait double emploi, double enjeu. Et c'est pourquoi je suis sur ce projet de l'agroécologie, sur le travail que nous sommes en train d'engager, non seulement sur les modèles de production aujourd'hui, mais sur toutes les questions qui sont liées à la recherche, parce que derrière, il faut de la recherche, il va falloir des innovations, et la mobilisation du développement agricole, parce que tout ça, ça ne va pas se faire comme ça. On part d'exemples, comme le disait Marion Guilloux, d'agriculteurs qui ont été pionniers. Tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ces pionniers puissent diffuser le savoir qu'ils ont acquis pour pouvoir ensuite élargir, sachant que pour ce qui nous concerne, sur le plan agroécologie du ministère, l'objectif, ça serait de faire basculer plus de 50% des exploitations agricoles françaises à l'agroécologie d'ici 2025. Et on fera une année 1 de l'agroécologie à la fin de l'année 2014. C'est-à-dire qu'on va repérer, le travail est engagé et a été présenté il y a 15 jours, on va repérer ce que sont aujourd'hui les exploitations agroécologiques. On en fera une photo à la fin de l'année et à partir de là, on se fixera l'objectif sur 2025. Là aussi, on travaille sur le moyen et le long terme. Et vous voyez bien que les liens entre ce dont vous avez parlé et l'agriculture, le développement des biocarburants, de la biomasse, c'est un enjeu spécifique qui cadre parfaitement avec les objectifs de l'agroécologie. À partir de là, il y a la question, bien sûr, de la biomasse dans toute sa diversité. Ça a été évoqué sûrement dans tous les débats que vous avez eus dans ces 2 jours. C'est bien sûr celui de la forêt, du bois, biomasse à partir du bois. Et là, j'ai bien compris, Ségolène a d'ailleurs rappelé qu'elle se chauffait au bois. Je vous le dis aussi, je le fais. J'ai une cheminée en Bretagne qui est magnifique, très grande. Et le bois, c'est important. Je suis même, moi, producteur, scieur et fendeur de bois. Donc, sur ce sujet, je suis à la fois praticien et en même temps théoricien. Mais, pour qu'on réussisse sur le bois énergie, on a plusieurs sujets. Et on ne pourra pas le faire si on ne prend pas en compte l'ensemble de l'utilisation qu'on peut faire du bois. Parce que derrière le bois énergie, il y a d'abord aussi le bois d'œuvre. Et si on continue à perdre, ce qui est le cas aujourd'hui, la transformation ou la première transformation du bois en France, eh bien, on perd une grosse potentialité de bois énergie et de biomasse qui part avec des billes qui s'en vont loin dans d'autres pays qui nous reviennent sous forme de meubles ou d'autres produits. Et en faisant ça, on perd les coproduits du sciage du bois, et c'est près de autour de 40% qui est perdu. Et ça, c'est très important de le garder. D'où le débat qu'on a sur le maintien de l'équilibre au niveau de la filière forestière. Si on veut développer la biomasse, il faut qu'on puisse garder les premières transformations du bois. Et ça, ça doit passer, on aura l'occasion de faire une réunion dans peu de temps, par un meilleur équilibre dans la contractualisation entre les premiers niveaux de la transformation et le niveau de la production. C'est très important d'avoir ça en tête. La biomasse, elle n'est pas
pour la forêt isolée du reste de l'utilité de la forêt et de la valorisation du bois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la forêt, pour qu'elle soit utilisable, il faut qu'on mobilise la ressource. Vieux débat. La forêt française est la troisième d'Europe. Elle est caractérisée par une forêt publique, une forêt privée. Dans la forêt privée et un peu dans la forêt publique, on a ce qu'on appelle le morcellement du parcellaire, qui fait que la mobilisation du bois n'est pas toujours facile. On est en train, avec la loi d'avenir, d'organiser les choses. Les coopératives forestières, mais au travers des JE, des groupements d'intérêt économiques, environnementaux, forestiers, on va essayer de structurer l'offre de bois pour qu'elle puisse être valorisée et transformée et qu'elle soit utile pour le développement de la biomasse. Ça, c'est très important. Très important. De la même manière que pour avoir une forêt qui soit utile et mobilisable, il faut qu'on puisse la renouveler. D'où, dans la loi d'avenir, non, même pas dans la loi d'avenir, c'est dans la loi de finances, la création d'un fonds stratégique pour permettre le renouvellement de la forêt, réinvestir dans la forêt, permettre aux propriétaires de replanter du bois. Et on a pris beaucoup de retard. Et là-dessus, je le dis, il faut qu'on soit mobilisé pour qu'une partie de ce qui pourrait être le marché du carbone, qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, soit affectée à ce fonds stratégique. Il est là pour ça. Il est là pour financer ce renouvellement, qui est d'autant plus important, je vous le dis au passage, qu'avec le réchauffement climatique, on a une nécessité à adapter nos espèces forestières à ce réchauffement climatique, sinon on va perdre du potentiel de production. Donc, les différentes destinations du bois sont toutes utiles pour la biomasse. La biomasse ne peut pas se faire indépendamment du reste. Et puis on a un sujet spécifique quand même. Ça, pour moi, il est très important. C'est ce qui s'est développé en termes de conquête forestière sur la déprise agricole. Beaucoup d'espaces agricoles ont vu l'activité agricole disparaître, reculer. Et à ce moment-là, la forêt a avancé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la surface forestière française est une des plus importantes qu'on ait connues depuis 3 ou 4 siècles, même peut-être plus au niveau de ce que l'on peut mesurer aujourd'hui. Et la forêt continue d'avancer. Mais elle avance, j'allais dire de manière désordonnée, sur la déprise agricole. Et il y a tout un tas de taillis et de forêts non utilisées, non valorisées, qui avancent au même temps que l'agriculture recule. J'en étais d'autant plus frappé que lorsque j'ai été renégocier le bail au niveau du Larzac, du plateau du Larzac, qu'on a prolongé de 30 ans, ce sont les agriculteurs du Larzac qui avaient constaté que les prairies sur lesquelles les brebis produisent le fameux roquefort ne cessaient de reculer, qu'ils voyaient la forêt avancer. Et donc ils avaient besoin d'avoir 30 ans de plus pour mettre en place une filière bois-énergie, avec des pellets, pour chauffer l'ensemble des exploitations agricoles du Larzac. Et c'était un constat de visu. C'était quelque chose qu'ils voyaient comme ça, forêt avancée, comme vous voyez les nuages avec l'orage qui arrive. Pour eux, c'était très impressionnant. Moi, j'en étais pas capable, parce que quand je suis arrivé, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé, donc j'avais pas eu le temps de voir la forêt avancer quand même. Hein, c'est pas la marée du Mont-Saint-Michel quand même, ça marche pas à cette vitesse-là. Mais ça avance. Et là, on a un travail. Et là, j'ai demandé au niveau de l'IRSTEA et d'autres organismes, il faut qu'on travaille sur la manière dont on doit valoriser cette conquête forestière un peu désordonnée, au travers des taillis, pas rester uniquement sur si j'ai pas 10 tonnes à l'hectare ou 12 tonnes à l'hectare de matière sèche, eh bien je peux pas le valoriser, donc je laisse ça et je n'utilise pas. Il faut qu'on ait des systèmes plus souples, avec une productivité qui soit calculée de telle manière qu'on valorise mieux cette biomasse. Alors j'ai pas les calculs en tête en termes de tonnes équivalent pétrole, ce que ça peut représenter, mais c'est un potentiel très important qu'il faut qu'on valorise. Et là, j'appelle, ici, s'il y a certains qui sont intéressés, on a besoin de trouver des techniques. Alors ça commence à se mettre en place, avec des systèmes légers de broyage pour pouvoir ensuite stocker le bois, mais on doit pouvoir progresser dans ce domaine. Et la France, à ce titre, je prends des départements qui ont vu la déprise agricole se faire de manière très rapide, sur les parties les moins faciles à cultiver, en particulier les vallées et les pentes, et bien là, on a à réfléchir, parce que là, il y a des mètres cubes de bois qui sont là, inutilisés et inutilisables pour l'instant. C'est un enjeu pour ce qui est du développement de la biomasse. Donc voilà pour les enjeux agricoles et les enjeux forestiers. Ils sont clairement, parfaitement identifiés comme étant
des enjeux majeurs pour la transition énergétique, et je l'ai rappelé, dans la production agricole, dans les biocarburants, dans la dimension de la biomasse au niveau forestier. On a là 3 pistes majeures, à la fois qui sont innovantes en termes économiques et en termes scientifiques, puisqu'il y a plein derrière de technologies, il y a plein derrière d'innovations, il y a donc plein derrière de capacités à pouvoir utiliser ces nouvelles techniques et ces nouveaux types de production pour créer de la richesse ici dans notre pays. On a besoin de créer des partenariats beaucoup plus forts. Le ministère de l'Agriculture a signé, par exemple, sur la matérialisation des accords avec des grandes entreprises françaises pour bien se caler, s'organiser, valoriser aussi des techniques. Je pensais par exemple à l'amélioration et la filtration du méthane sorti des méthaniseurs pour pouvoir l'injecter, l'injection directe dans le réseau. Il y a des choses qui se font par des grandes entreprises françaises, donc en plus je suis très tranquille. C'est là une filière française qui peut tout à fait se développer. Et là, on a signé un accord. Moi, je suis disponible pour continuer à construire des accords nouveaux avec des grandes entreprises sur ce sujet. On a aussi passer des partenariats avec les régions. Les collectivités locales vont être un enjeu majeur parce qu'elles sont à la croisée de ce qu'est la biomasse disponible, en particulier avec les déchets verts et ce qu'il y a autour en termes de potentiel pour l'agriculture périurbaine et les potentialités qui sont offertes en termes d'énergie pour toutes ces collectivités locales. On a besoin de les mobiliser. On a signé 2 accords avec des régions sur la méthanisation et la valorisation de la biomasse. Donc il faut qu'on structure maintenant, que la visibilité et les objectifs ont été donnés par la ministre de l'écologie dans le cadre de la transition énergétique. Le débat aura lieu. Là, dans la loi, tout ça devrait être calé, mais derrière, il faut qu'un pays comme le nôtre se structure, s'organise, mobilise sa recherche, mobilise ses capacités d'innovation, mobilise surtout ses partenariats qui doivent se mettre en place pour réussir le pari de la transition énergétique. Donc je conclurai pour dire tout simplement que ce pari, je l'ai dit, c'est celui d'une croissance, parce que le débat, il est posé, mais là derrière, il y a une potentialité de croissance. Elle est écologique au sens où on recherche une performance économique en même temps qu'on a une performance écologique, développement des énergies renouvelables, modification du mix énergétique, économie d'énergie et efficacité énergétique. Tout ça va de pair pour faire de notre pays, dans le débat qui s'ouvre dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui devient une